Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le réseau SDSN, qui est un réseau, disons, je dirais, mondial, mais qui est présent un peu partout dans le monde, comme on le verra, et particulièrement en Afrique, d'où l'appellation SDSN Sahel en ce qui concerne le réseau régional de notre sous-région. Alors, ce réseau, il a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs, précisément les scientifiques, les leaders du secteur privé, de la société civile, les professionnels de développement, et tout ce beau monde doit être mobilisé donc pour réaliser cet agenda post-2015, c'est-à-dire relever les défis du développement durable. Alors ce réseau, il tient son mandat de l'avant-dernier secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Donc l'initiative vient de lui. Et il est dirigé par un économiste très connu, un professeur américain qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui a beaucoup travaillé sur les questions de développement de manière générale et qui est professeur à l'université de Columbia à New York. Voilà. Alors, ce réseau comprend un certain nombre d'organes de gouvernance, notamment un leadership consult, et avec des personnalités également qui sont très actifs sur les questions de développement durable. Et le secrétariat est hébergé par l'Université de Columbia à New York. Alors, il se fixe plusieurs objectifs. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs, notamment fournir l'expertise pour faire face, ou en tout cas réaliser l'agenda 2015. Ensuite, constituer un certain nombre de groupes thématiques pour co-gérer des approches, des méthodes et des innovations qui permettent d'assurer effectivement un développement durable à l'espace mondial. Ensuite, il s'agit également de mettre en place un réseau mondial pour accélérer la résolution pratique des problèmes de développement. Donc je précise que ce qui caractérise ce réseau, c'est de ne pas uniquement avoir des approches théoriques, mais également de concevoir et de réaliser des projets qui constituent des solutions aux questions de développement durable. Alors, ce réseau aussi se propose de diffuser à travers des TIC, des outils de formation sur le développement durable, ce qu'on appelle les MOOC. C'est effectivement des cours qui s'adressent effectivement à des populations effectivement de très grande taille. Et effectivement, il y a beaucoup de productions qui sont faites. Et pour le moment, la sous-région n'en profite pas assez. Pourquoi? Parce que la plupart de ces cours sont faits en anglais, mais la traduction est en cours et bientôt la sous-région qui est francophone pourra en bénéficier. Alors, nous savons que les ODD, il y en a plusieurs, mais ce réseau a choisi de se focaliser peut-être sur un certain nombre d'ODD. Bon, peut-être on peut aller rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est que c'est de se concentrer sur une dizaine. Il y a une dizaine d'ODD, dont certaines, comme on le sait, recoupent les anciens OMD et d'autres occupent effectivement le nouvel espace lié aux questions notamment de soutenabilité, des questions liées à la protection de l'environnement, etc. Alors, il est présent partout dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au niveau de la Méditerranée et en particulier en Afrique. En Afrique, il y a 3 réseaux sous-régionaux, enfin régionaux. Il y a le nôtre, c'est-à-dire qui est basé dans l'espace sahélien. Il y en a également au Nigeria, un réseau très actif. Et il y en a un autre aussi dans la région des Grands Lacs. Ah oui, oui, on me signale qu'effectivement, parce qu'il y a un nouveau qui est né il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être 2 mois. Voilà, donc qui est au Canada. Donc, voilà. Alors, point important en ce qui concerne effectivement le réseau de la sous-région, donc la région du Sahel. Donc, le secrétariat, disons, est assuré au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, mais ce réseau bénéficie beaucoup du soutien du Millennium Promise avec notre collègue et collaborateur et le docteur Ignan présent ici.
Alors, ces réseaux sous-régionaux aussi se fixent un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire de soutenir des discussions internationales sur les ODD, comme on l'a dit, de promouvoir les solutions aux problèmes de développement durable, de promouvoir également une éducation de qualité et une collaboration de recherche pour le développement durable, et aussi et surtout aussi d'aider les gouvernements à mieux intégrer les ODD dans le système de planification locale. Là, on peut prendre comme illustration une expérience que nous avons vue avec le gouvernement du Sénégal, puisque en septembre 2015, nous avons participé à un processus qui a consisté à prioriser les ODD. Et donc, c'est avec l'appui de notre réseau que ce travail a pu être fait. Nous avons également collaboré étroitement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la préparation des différentes éditions la conférence nationale sur le développement durable. Et aujourd'hui, nous avons un projet que nous avons réalisé incessamment et qui va consister à estimer les emplois verts au Sénégal. Alors, pour devenir membre de ce réseau, donc, pourquoi plutôt devenir membre de ce réseau? Pour un certain nombre de raisons. En adhérant au réseau, on va s'engager dans les discussions mondiales sur le développement durable. Cela permet également d'avoir l'opportunité de promouvoir la solution des problèmes de développement durable, de participer à des initiatives d'éducation pour le développement et aussi de contribuer à la recherche appliquée, à sa diffusion, à sa dissémination au service des décideurs publics et privés. Alors, participer aux discussions mondiales du développement durable, ça veut dire participer à l'assemblée du SSDN Sahel. Ça veut dire contribuer et recevoir des bulletins d'information parce que nous avons des supports que nous distribuons. Ça veut dire aussi avoir la possibilité d'accéder à une page web qui est dédiée aux membres. En ce qui concerne la résolution des problèmes de développement durable, là, il s'agit ici de participer aux différents réseaux nationaux et régionaux, de s'impliquer dans la génération et la diffusion des solutions pratiques, de participer, de s'impliquer dans la mobilisation des ressources financières. Et enfin, en ce qui concerne les initiatives pour le développement local, pour le développement durable, il s'agit de contribuer à la conception des ressources pédagogiques et des cours en ligne, nous en avons parlé tout à l'heure. Il s'agit de collaborer aussi avec un programme de master en pratique développement. Je précise que ce master existe, fonctionne au niveau de l'Université Anta Diop depuis un certain nombre d'années et a déjà formé plusieurs cohortes, effectivement, de praticiens du développement. C'est pas grave. Voilà. Et ensuite, les initiatives aussi concernent la promotion de l'enseignement secondaire. Parce que même si notre espace ici, c'est l'enseignement supérieur, l'idée c'est que il y a lieu, effectivement, le défi, c'est de développer une culture du développement durable. Et pour cela, il y a lieu donc de promouvoir cela au niveau du secondaire. La recherche appliquée et la communication, là, il s'agit de contribuer à la publication dans une série de documents de travail, de participer aux groupes thématiques et aussi de collaborer avec les médias. Alors, question simple, comment devenir membre? Il suffit tout simplement de se connecter et puis de visiter le site, dont les références sont indiquées ici. Pour une investigation universitaire, par exemple, une fois effectivement qu'on remplit les formulaires, il suffit de le faire signer par le directeur ou le recteur et de le renvoyer. Et régulièrement, donc, il y a un comité qui va évaluer les demandes de candidature et qui est chargé de les agréger. Alors aujourd'hui, si on fait un peu la cartographie de SSDN, voilà ce que ça donne. Il y a plus de 800 institutions qui sont membres. Des institutions qui sont basées un peu partout dans le monde. En ce qui concerne les réseaux nationaux et régionaux, ils sont environ au nombre de 27 et ces réseaux sont fortement impliqués dans la localisation et la mise en œuvre des ODD, dans la transformation dans la perspective de développement durable et puis dans la réalisation de projets solutions. Un point aussi important à noter, c'est que
une des particularités, c'est qu'il y a un volet jeunesse. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle SDSN pour la jeunesse et qui ont un programme spécifique et qui sont animés aussi un peu partout à travers le monde. Alors, si on revient maintenant à SDSN Sahel, alors, comme ça a été indiqué, donc il y a un leadership à travers l'UCAD. Pourquoi l'UCAD? L'UCAD, c'est quand même la première université francophone en Afrique, hein, et la première université au Sénégal à travers sa taille, son histoire, etc. Et effectivement, ce réseau, comme on l'a dit tout à l'heure, travaille étroitement avec le Millennium Promise. Il s'appuie sur des points focaux et sur des facilitateurs et qui participent beaucoup à l'animation et au renforcement du réseau. Aujourd'hui, dans l'espace sahélien, il y a ces pays-là qui sont couverts, comme le Sénégal, bien sûr, le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie, le Tchad. D'autres vont rejoindre incessamment, notamment un pays comme la Guinée. Alors, SDSN a élaboré beaucoup d'outils pour analyser les ODD. Ici, nous en citons deux. Il y en a un qui porte sur qui est un indice ODD. C'est un indice synthétique qui a été construit et qui a permis de classer les pays. Par exemple, dans un travail tel que la citation de référence, hein, si on établit la citation de référence en matière d'OMD, c'est un outil qui peut aider. Parce que c'est un outil qui permet de dire est-ce qu'on en est par rapport à l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. Alors, une fois construit, donc plusieurs usages peuvent être faits. D'abord, c'est un indice ensuite qu'on va traduire sous forme de score. Les scores vont aller de 0 à 100. Un pays qui a 0, ça veut dire qu'il n'a encore rien fait. Hein? Il n'a encore rien fait, en tout cas, il est loin de l'atteinte. Alors qu'un pays qui a 100, ça veut dire qu'il a pratiquement réalisé tous les objectifs. Ouais. Et à partir de là, c'est un outil qui permet effectivement à tout un pays de se situer, de voir où est-ce qu'on en est, hein, de faire une comparaison, disons, dans l'espace. On peut se comparer aussi bien aux plus performants qu'aux moins performants. Alors, à côté, il y a aussi un deuxième outil qui est cette fois-ci le tableau de bord. L'indice, lui, il est synthétique, alors que le tableau de bord, lui, il va renseigner sur la situation de chacun des ODD. Là aussi, il est conçu de telle sorte que sa lecture va être très aisée. Elle est aisée, pourquoi? Parce que les performances concernant chacun des ODD sont mises en évidence à partir d'une couleur. Si la couleur est verte pour un ODD bien déterminé, ça veut dire que le pays en question soit l'a atteint ou n'est pas loin de l'atteindre. Bon, si la couleur est jaune, par contre, ça veut dire qu'il y a encore des efforts assez importants à faire pour atteindre l'objectif. Et par contre, si la couleur est rouge, ça veut dire que le pays est très loin d'atteindre cet objectif et il y a beaucoup d'efforts à faire pour cela. Alors tout cela donc est traduit par un score. Par exemple, quand on est dans le rouge, la valeur qui est affectée est 0. Quand on est dans le jaune, la valeur affectée c'est 1. Et quand on est dans le vert, la valeur affectée est 2. Et l'idée ici, c'est surtout de se situer, mais aussi d'arriver à identifier les priorités. Par exemple, tous les ODD qui sont dans le rouge, ça veut dire qu'il y a lieu vraiment d'en faire une priorité pour pouvoir effectivement avoir des chances de l'atteindre dans l'horizon qui est fixé. Alors, concrètement, voilà ce que ça donne. Ici, nous avons un classement qui concerne les pays dans le monde, parce que cet indicateur-là, ou cet outil-là, est appliqué pour tous les pays, non pas uniquement pour les pays africains, mais pour tous les pays du monde. Alors, on voit ici les pays les plus performants dans le monde à travers cet outil-là. Alors, ce qui ressort, c'est que les pays les plus performants, peut-être que c'est pas comment dire, c'est pas une surprise, ce sont les pays scandinaves. Alors, ce sont les pays scandinaves parce qu'on retrouve en tête un pays comme la Suède,
d'autres pays comme le Danemark, comme la Norvège, comme effectivement la Finlande. Alors, si on s'arrête un peu sur le cas de la Suède, le score qui lui est attribué est de 84,5. Bon, arrondissons ça à 85 pour faciliter l'interprétation. Ça veut dire que c'est comme si la Suède a réalisé 85% du parcours pour atteindre totalement tous les ODD. Donc, ouais, donc on est vraiment à ce niveau en termes de réalisation pour les ODD. Bon, pourquoi on n'est pas à 100%? Ça veut dire qu'il y a certains ODD pour lesquels, comment dire, la cible n'est pas complètement atteinte. Notamment pour ces pays-là, c'est les problèmes d'énergie, parce qu'on a un système énergétique qui encore utilise beaucoup de carbone et il faudrait glisser progressivement vers un mix énergétique, en tout cas un système qui repose moins sur le carbone. Alors on voit donc les 13 premiers et ça va jusqu'au... Je suis allé à 13 pour pouvoir mettre en évidence nos amis du Canada. Donc le Canada est la 13e position ici. Alors... hein? Voilà, il me dit que le Québec est plus fortement que l'ensemble du Canada. Voilà, ok, parce qu'ici c'est l'ensemble du Canada. Ok, donc là aussi, j'ai voulu attirer l'attention ici sur le fait, d'abord, quand ce indicateur a été conçu, un premier constat qui a été fait, c'est que généralement, il y a une forte corrélation entre le score qui est atteint avec ce tableau, comment dire, qui est atteint, et aussi l'indice de développement humain, même si dans certains cas, le classement est variable. Mais ce qui apparaît ici, c'est qu'il y a certains pays qui, en termes de développement économique, sont très bien classés. Nous savons que le Japon est la 3e ou 4e puissance économique mondiale. Les États-Unis constituent la première économie mondiale, même s'il y a un rattrapage. La Chine, la 2e. Mais voyons où ces pays se situent. Le Japon, 3e puissance économique, est ici au 18e rang. Les États-Unis, première puissance économique, sont au 25e rang. Un pays comme la Chine, 2e puissance économique, est au rang numéro 76. Ça veut dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup de défis à réaliser dans ces pays en matière de développement durable, notamment de protection de l'environnement, d'émissions de CO2, etc. Voyons maintenant ce qui se passe pour l'Afrique. Dans le cas de l'Afrique, les pays qui sont en tête, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est l'île Maurice. Un pays comme le Maroc, l'indicateur nous dit, c'est comme si le Maroc a réalisé à peu près les 2/3 du parcours. Il lui reste 1/3. La Tunisie n'est pas loin de cela. Alors si on regarde un peu plus bas, si nous nous intéressons à notre pays qui est le Sénégal, cet indicateur nous dit qu'on est à 56,4%. Ça veut dire qu'on a fait à peu près la moitié du chemin et il y a encore certainement beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir effectivement être au rendez-vous de 2030. Voilà, je vous remercie pour votre attention.